fantômes. Privées du réconfort de l'au-delà, ces âmes sont condamnées à errer dans le monde matériel. Elles sont perdues. Souvent piégées en un seul endroit, les fantômes errent sans but, cherchant un soulagement qui ne viendra peut-être jamais. Parfois, ils nous avertissent d'un danger ou apparaissent de temps en temps pour prédire la mort d'un être cher. Ou même notre propre mort, parce qu'ils sont des vestiges de nous-mêmes. Les fantômes sont les monstres les plus effrayants et éthérés parmi nous. Depuis quand les fantômes nous hantent-ils ? Les archives sont rares, mais les légendes abondent. L'un des premiers récits nous emmène dans l'Égypte ancienne, sous le règne d'un pharaon maudit pour son hérésie envers les anciens dieux. Nous sommes en 1352 et Amenophis IV a hérité du puissant et riche royaume de son père. Il voit la religion autrement que son père. Amenophis IV pousse plus loin l'intérêt de son père pour le dieu solaire Aton, dans une démarche qui prive de pouvoir les prêtres d'Égypte et crée une nation monothéiste. Amenophis IV se renomme Akhénaton pour. Esprit vivant de l'Aton et interdit le culte de tous les dieux, en particulier Amon-Ré, le roi des dieux depuis longtemps. Akhénaton ordonne la construction d'une nouvelle capitale, Amarna, en l'honneur d'Aton. Il force un exode massif de 20 000 personnes à parcourir 200 miles depuis l'ancienne capitale Thèbes en 1340. Lors d'une célébration en l'honneur d'Aton, Akhénaton est sur le point de subir la colère des dieux. Pendant les festivités, sa femme Néfertiti meurt, puis une reine âgée et enfin l'une des 6 filles d'Akhénaton la suivent. En représailles, il ordonne à ses soldats d'effacer le nom d'Amon-Ré des murs des temples et des archives. À la mort d'Akhénaton en 1336, l'Égypte est proche de l'effondrement social et politique. Ses anciens fidèles se précipitent à Thèbes et laissent Amon-Ré vide. Mais Amon-Ré est sur le point de prouver sa puissance en maudissant le pharaon à errer dans son ancien royaume pour l'éternité. Et on dit que le fantôme du pharaon déchu Akhénaton hante encore les sables d'Égypte. L'un des premiers récits de fantômes enregistrés remonte à l'époque de l'Empire romain, lorsque Pline le Jeune, au 1er siècle après Jésus-Christ, raconte l'histoire d'une villa hantée à Athènes, où les locataires sont continuellement effrayés par le spectre d'un vieil homme. Amaigri, avec une longue barbe et de longs cheveux, il fait cliqueter des chaînes à ses pieds, terrifiant tous ceux qui le voient. Ainsi, le philosophe Athénodore décide de loger dans cette maison désormais abandonnée, curieux de découvrir la vérité derrière ce fantôme. Alors qu'il travaille cette nuit-là, il entend le cliquetis des chaînes. Athénodore reste concentré sur son travail et fait signe au fantôme de ne pas le déranger. Le fantôme fait encore cliqueter ses chaînes au-dessus d'Athénodore et lui fait signe. Le philosophe prend sa lampe et suit. Le fantôme, traîné par ses propres chaînes, marche jusqu'à la cour et disparaît. Athénodore marque l'endroit avec un tas de feuilles et de brindilles et, le lendemain, fait creuser le magistrat. Il découvre quelque chose de glaçant, un squelette enseveli depuis longtemps, enveloppé de chaînes. Le cadavre reçoit une sépulture décente et la maison n'est plus hantée. Un ouvrage important sur les spectres, ombres et vestiges des morts est rédigé par le théologien suisse Ludwig Lavater en 1569. Cet ouvrage traduit intégralement s'intitule « Des fantômes et des esprits qui marchent la nuit et des bruits étranges, craquements et divers présages qui surviennent généralement avant la mort des hommes,
de grands massacres et des bouleversements de royaumes. Il documente les hantises et les esprits du Moyen-Âge, un élément que l'on retrouve dans l'œuvre de notre prochain auteur qui utilise les esprits avec beaucoup d'effet dans ses pièces. Son nom est Guillaume Shakespeare. Ses œuvres immortalisées sur scène et dans le cœur du monde, Guillaume Shakespeare utilise à la fois la fantaisie et le surnaturel pour définir les personnages de ses pièces. Il apporte 2 contributions majeures au monde des fantômes et des spectres avec Macbeth et Hamlet. Né en avril 1564, Guillaume Shakespeare devient associé gérant de la troupe des Hommes du Chambellan dans les années 1590. Ses pièces sont admirées par les amateurs de théâtre dans toute l'Angleterre, grâce en partie à sa capacité à toucher tous les milieux à travers la grande diversité de ses personnages. Alors que ses premières pièces sont historiques et comiques, il s'impose comme maître de la tragédie avec des œuvres telles que Hamlet, Macbeth, Le Roi Léar et Othello. Les généraux Macbeth et Banquo rencontrent 3 sorcières qui prédisent l'ascension de Macbeth au trône. D'abord, le Macbeth, avide de pouvoir, et sa femme assassinent le bon roi Duncan afin de se placer comme nouveau roi d'Écosse. Ensuite, ils font tuer Banquo par précaution. Banquo, pourtant, ne restera pas mort. Son fantôme revient prendre la place de Macbeth à la table du banquet. Banquo était-il censé être un vrai fantôme ou une création de l'imagination coupable de Macbeth ? Le plus effrayant des fantômes de Shakespeare apparaît à plus d'un personnage. Dans Hamlet, le père du prince danois est assassiné par sa mère et apparaît après sa mort à 2 gardes royaux. C'est lorsque son fils l'attend une nuit qu'il rencontre enfin le spectre. Le fantôme revient pour se venger de son frère meurtrier, Claudius, et lance ainsi l'intrigue de la pièce. Les fantômes de Banquo et de Hamlet sont tous 2 utilisés pour un effet narratif dans une histoire en s'immisçant dans une histoire plus vaste, un effet psychologique qui confère une atmosphère étrange à l'œuvre de Shakespeare. Quelque chose d'ancré dans la réalité de la psychologie, mais aussi d'autrement surnaturel. Alors que le fantôme prend racine en Europe et dans le reste du monde, le jeune pays des États-Unis d'Amérique, ravagé par une guerre révolutionnaire contre les Britanniques, devient un refuge pour les spectres errants des morts. Alors que la guerre se termine en 1783, les navires britanniques restant à Boston sont attaqués par les Américains. Les jeunes mariés William et Mary Burton se trouvent sur un navire qui est bombardé. Mortellement blessée par un boulet de canon, la mourante Mary fait promettre à William de l'enterrer sur la terre ferme. Le cœur brisé, William est autorisé à débarquer sur Long Island, avec les restes de sa femme cousus dans sa couverture rouge préférée. Elle est vite enterrée dans les dunes, marquée seulement par un morceau de bois flotté. William rend un dernier hommage dans une terre étrangère et jure de revenir la ramener en Angleterre. Pour une raison inconnue, il ne le fait jamais. En 1804, près de 20 ans après, un groupe de pêcheurs fait naufrage sur l'île la nuit. Alors qu'ils reprennent leurs esprits, un gémissement se fait entendre dans le vent. Une silhouette vêtue d'une cape rouge apparaît et s'avance vers eux. En s'approchant, ils voient que le sang jaillir de sa blessure à la tête. Elle disparaît derrière une colline, laissant un frisson derrière elle. En 1891, un soldat du tout nouveau Fort Strong rencontre également le fantôme de Mary Burton. Son apparence macabre le bouleverse profondément. Comme la guerre d'indépendance, la guerre de sécession crée aussi sa propre part de fantômes. Février. Marque la bataille d'Olustee, où les armées fédérales et confédérées s'affrontent à Olustee, en Floride. C'est la seule grande bataille de la guerre de sécession dans l'État.
le soldat John Rowland tire une balle dans la tête du soldat Jérôme Dupois, tous deux du 7e régiment d'infanterie du Connecticut, le tuant sur le coup. Des accidents comme celui-ci sont courants sur les champs de bataille de la guerre de sécession, et le commandant de la compagnie, le capitaine Benjamin Skinner, suppose qu'il s'agit simplement d'un accident de ce genre. Mais les rumeurs qui circulent parmi les soldats racontent une toute autre histoire, que Dupuis a été assassiné à cause de sa propre guerre privée avec Raleigh. Elle est tellement répandue que Raleigh est arrêté sur des soupçons. Raleigh, hagard et fatigué, ne dort pas dans sa cellule. Finalement, il appelle le garde. Il est prêt à avouer le meurtre intentionnel de Tepol. Avant Olustee, il s'était embattu et cela s'était fini quand Tepol avait blessé Raleigh avec son couteau. Raleigh ne voulait pas laisser passer cela, et le meurtre s'est déployé sur le champ de bataille par vengeance. Il pensait que leur querelle était réglée là, parmi les autres morts d'Olustee. Il avait tort. Déclaration de Raleigh, publiée dans le Danbury Jeffersonian, mai 1864. J'ai juré que si j'en avais l'occasion, je le tuerais. J'en ai eu une lors d'une montée de désir et je l'ai tué. Et ce n'est pas le seul homme que j'ai tué ou fait mourir. J'ai arraché les entrailles d'un marin sur la canonnière depuis le début de la guerre. Et j'ai tué un homme à New York en le poignardant, ce qui m'a obligé à quitter ma famille et à partir comme remplaçant pour un homme appelé sous les drapeaux l'automne dernier. Mais le fantôme de Dupois est le seul qui m'ait jamais tourmenté. Depuis la bataille, je redoute les nuits, car ce sont des nuits horribles. Quand je suis de garde, je vois toujours Dupois debout à quelques pas devant moi, le visage couvert de sang et le trou de balle dans le front. La nuit, dans mes rêves, il se tient à l'entrée. Je me réveille. Il est là, pâle et ensanglanté, mais disparaît dès que je le vois. Je ne pouvais plus garder ce crime horrible secret. Dupois est pendu le 3 septembre 1864 à Petersburg, Virginie. Raleigh n'est plus jamais vu ni entendu. L'histoire de fantôme la plus célèbre des débuts de l'Amérique est celle de la sorcière Belle. Cette histoire de hantise est devenue une légende incluant un président américain. En 1817, John Bell, fermier prospère du Tennessee, croise un animal étrange dans ses champs. Il a un corps de chien avec une tête de lapin. Il lui tire dessus et il disparaît. Cette nuit-là, la véritable terreur commence. Au début, il y a des bruits de coups frappés à l'extérieur de la maison, mais cela se transforme vite en un bruit de grignotement, comme si un rat rongeait les montants des liléos des enfants. Cela est suivi de bruits encore plus inquiétants, comme si quelqu'un s'étouffait, qui dure jusqu'à environ 1h du matin. Puis le bruit de chaînes traînées et de pierres tombant sur le sol. Et les choses deviennent soudainement violentes. Les cheveux de l'un des fils de Bell sont tordus et tirés si fort qu'il est soulevé du lit. Il l'épargne puis s'en prend à l'adolescente Betsy. La sorcière de Bell la visera dès cette nuit-là et fera d'elle la cible de ses innombrables cruautés. Un voisin, James Johnston, est témoin des troubles lors d'une nuit passée sur place et exhorte M. Bell à demander de l'aide. Puis l'entité commence à parler. Je suis un esprit. J'étais autrefois très heureuse, mais j'ai été troublée. La sorcière, comme il l'appelle, prend le nom de Kate. Elle donne prédictions et conseils à tous ceux qui le demandent. L'un de ses visiteurs est Andrew Jackson en 1819, seulement quelques années après sa victoire à la bataille de la Nouvelle-Orléans pendant la guerre de 1812.
Alors que la charrette transportant Andrew Jackson se dirige vers la ferme Bell, les chevaux peinent à avancer. Andrew Jackson dit que c'est sûrement la sorcière qui lui répond. Elle leur permettra d'avancer et promet de les revoir plus tard dans la nuit. Les hommes d'Andrew Jackson attendent pensivement Kate. L'un d'eux sort son arme et affirme qu'elle est chargée d'une balle en argent conçue pour détruire tout esprit maléfique. Il est projeté dans les airs, frappé par une force invisible et poussé hors de la porte. Andrew Jackson insiste pour rester. Ce qui se passe ensuite, et si la visite de Jackson a réellement eu lieu, reste inconnu. La famille continue de se désintégrer. Betsy est ensuite forcée de rompre ses fiançailles avec un jeune homme que Kate désapprouve, tandis que la sorcière les harcèle partout où ils vont. John Bell ne s'en sort pas aussi bien. Il commence à avoir des spasmes dans les muscles de son visage et a des difficultés à avaler. Cela provoque des crises qui l'alitent. Kate jure de laisser mourir le vieux Jack Bell. Le 20 décembre 1820, John Bell meurt. Un flacon de liquide est trouvé et testé sur le chat de la famille qui meurt instantanément. La voix de Kate retentit alors qu'elle revendique le meurtre de John Bell. La sorcière Bell a gagné. La sorcière Bell était-elle réelle ? Et si c'est le cas, quelle part de l'histoire était réellement vraie ? Nous ne le saurons peut-être jamais. En 1860, la première dame, Mary Todd Lincoln, organise des séances de spiritisme à la Maison-Blanche pour contacter ses fils décédés. Grâce à l'utilisation d'un médium, une séance de spiritisme est une méthode permettant de contacter les fantômes qui errent dans le monde matériel. Le 14 avril 1865, John Wilkes Booth tire une balle de calibre 0,4 dans l'arrière de la tête du président à 7h22 le lendemain matin. Quelques jours auparavant, le président avait prédit sa propre mort dans un rêve. Mais ce n'est pas la fin pour le président Lincoln. Le Premier ministre britannique Winston Churchill, venant tout juste de prendre un bain du soir et n'ayant sur lui qu'un cigare et un verre de scotch, voit le spectre de Lincoln appuyé contre la cheminée de la chambre. Il se regarde et le président disparaît. Au fil des décennies, il y a eu d'autres témoignages, principalement dans la chambre Lincoln, de bruits de pas et de coups frappés à la porte. C'est peut-être le propre refus du président de partir, comme il l'a dit lorsqu'il était avocat dans l'Illinois, où Lincoln a eu la prémonition de sa mort. Un silence de mort régnait autour de moi. Puis j'ai entendu des sanglots étouffés, comme si plusieurs personnes pleuraient. J'ai cru quitter mon lit et descendre au rez-de-chaussée. Le silence était troublé par les mêmes sanglots pitoyables, mais les endeuillés restaient invisibles. Je suis allé de pièce en pièce. Aucune personne vivante n'était en vue, mais les mêmes sons plaintifs de détresse me parvenaient à mesure que je passais. Toutes les pièces étaient éclairées. Chaque objet m'était familier, mais où étaient toutes ces personnes qui pleuraient comme si leur cœur allait se briser? J'étais perplexe et inquiet. Que signifiait tout cela? Déterminé à découvrir la cause d'une situation aussi mystérieuse et choquante, je continuai jusqu'à la pièce de l'Est dans laquelle j'entrais. Là, une surprise écœurante me frappa. Devant moi se trouvait un catafalque sur lequel reposait un cadavre, enveloppé dans des vêtements funéraires. Tout autour, des soldats montaient à la garde et une foule de gens étaient rassemblés, certains regardant tristement le cadavre dont le visage était couvert, d'autres pleuraient pitoyablement. « Qui est mort à la Maison-Blanche » demandai-je à l'un des soldats. « Le président » me répondit-il. « Il a été tué par un assassin. » Alors, un grand cri de douleur s'éleva de la foule, ce qui me réveilla de mon rêve.
le poète Percy Bysshe Shelley pressent la sienne en 1822. Shelley, sa femme Mary et quelques amis séjournent dans une maison de plage. Un jour, sur la terrasse, Shelley aperçoit son double, un sosie parfait. Demande « Combien de temps comptes-tu te contenter de cela ?» L'amie de Shelley, Jane Williams, voit Percy passer devant la fenêtre de la terrasse 2 fois, à quelques secondes d'intervalle. À ce moment, Percy Bysshe Shelley se promène un peu plus loin. Avant de partir naviguer sur son nouveau bateau, Ariel, Shelley laisse une ligne écrite inachevée sur son bureau. « Alors, qu'est-ce que la vie ? J'ai pleuré. » L'Ariel est pris dans une tempête, et les corps de Shelley et de son ami Edward Williams s'échouent sur la plage. Enterrés sur la plage de Livourne en Italie, ils sont rapidement exhumés et incinérés lors d'une cérémonie dirigée par Lord Byron, John Trelawney et Leon Hunt. Le cœur de Percy ne brûle pas. Le conservant dans du vin, Mary Shelley le garde dans son bureau où il reste jusqu'à sa propre mort. Un autre membre du groupe du Lac de Genève fait sa propre apparition spectrale le 25 novembre 1865. William Rossetti organise une séance où il contacte l'esprit de son oncle John Polidori, l'auteur de Le Vampire. William obtient apparemment la vérité sur la mort de Polidori. J'étais entré en contact avec mon oncle et je lui ai demandé comment il était vraiment mort. Il a répondu qu'il s'était suicidé. Au fil de la conversation, je lui ai demandé s'il était heureux. Il a répondu « Pas exactement ». La figure du cavalier sans tête parcourt le folklore depuis aussi loin que le chevalier vert de la légende arthurienne. Nommé d'après le père de la nation, l'histoire c'est la légende de Sleepy Hollow, écrite par Washington Irving. Washington Irving est né à New York le 3 avril 1783. À la fin de la Révolution américaine, ses parents lui donnent le nom du héros de la guerre, George Washington. La poursuite d'un diplôme de droit par Irving se solde par une réussite à peine suffisante à l'examen du barreau en 1806, mais il rencontre plus de succès avec ses essais humoristiques. En 1809, il publie une satire, Une heure en histoire de New York, sous le pseudonyme de Dietrich Knickerbocker. Dans son recueil d'anthologie, Le carnet d'esquisses, sous le nom de Plume de Geoffrey Crayon, se trouve une nouvelle qui fait la renommée d'Irving. Elle présente un spectre effrayant qui devient un élément incontournable du folklore américain. C'est la légende de Sleepy Hollow. Ichabod Crane, instituteur, découvre le fantôme présumé de son village du nord de l'État de New York. Puis, une nuit, Ichabod Crane rencontre le cavalier sans tête. Ichabod Crane a-t-il vraiment rencontré le véritable cavalier sans tête, ou tout cela n'était-il qu'une ruse d'un prétendant rival ? Ichabod Crane disparaît, ne laissant derrière lui que son chapeau et une citrouille brisée. Washington Irving parvient à introduire une vision emblématique et terrifiante dans le conte de fantômes américains. Et donc, quand j'étais enfant, j'ai toujours adoré l'histoire de Washington Irving, la légende de Sleepy Hollow. En devenant adolescent, nous avons en fait déménagé à Sleepy Hollow Lane en Californie, pas celui de New York. Et nous avions un immense vitrail représentant le cavalier devant notre maison. C'était une figure incroyable, vous savez, ce grand cheval noir aux yeux rouges et ce cavalier sans tête dressé sur sa monture avec la lune en arrière-plan et les arbres. Et c'est tout simplement synonyme d'Halloween et, vous savez, de marcher seul la nuit et de toutes ces légendes
urbaine, histoire et récits autour du feu de camp qui abonde à cette période de l'année. J'ai toujours aimé le Cavalier sans tête, surtout dans les dessins animés et les films, notamment grâce au personnage d'Ichabod Crane, un vrai geek. Vous savez, parce que je pense que je me sentais comme un grand geek. Et vous savez, ce genre de gars maladroit, trop grand, qui mange beaucoup, mais qui, d'une certaine façon, a l'air intelligent. Et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages dans les histoires et récits d'aventure correspondant à cette description. Dans un certain dessin animé, quand j'étais enfant, le personnage d'Ichabod Crane était, je pensais, un peu idéalisé. Avec le recul, Ichabod est plutôt un crétin et en fait, Brom Bones, même si je le voyais comme un gros dur, l'histoire penche un peu en faveur de Brom Bones au point qu'on se rend compte que c'est comme un dessin animé de Popeye où Bluto gagne, enfin, vous voyez, où ils n'aiment pas le fait qu'ils aiment tous les deux la même fille. Il se déguise en cavalier et il fait une peur bleue à ce pauvre type et le chasse de la ville. Mais ce qui est drôle, c'est que, comme je l'ai dit, enfant, je voyais vraiment Ichabod comme quelqu'un de très sympathique, mais la façon dont il est dépeint dans le film de Disney n'est en fait pas très flatteuse. Il est vraiment, ce n'est pas une histoire de revanche des ringards, c'est juste que, vous savez, on n'est pas vraiment censé l'apprécier tant que ça. Donc ce n'est pas grave si le cavalier sans tête lui fait une peur bleue, vous voyez, et le grand sportif aux larges épaules remporte la victoire. Vous savez, c'est en fait assez dégoûtant. Mais qu'en est-il de l'auteur anglais de récits de fantômes, Charles Dickens ? Il écrit un conte immortel qui dépasse la simple tradition des fêtes et devient une légende dans le monde entier. Né en 1812, la famille de Dickens sombre dans la pauvreté dans les années 1820, lorsque son père est emprisonné pour dette, forçant Charles à travailler dans une fabrique de cirage à 12 ans. Malgré ses débuts difficiles, Charles devient journaliste et, à partir de là, l'un des plus grands personnages littéraires de l'histoire. Dickens s'inspire des écrits d'Irving sur Noël dans le carnet de croquis. Selon l'auteur, je ne vais pas me coucher 2 nuits sur 7 sans emmener Washington Irving sous mon bras à l'étage avec moi. Dickens commence son ultime histoire sur Noël et l'esprit de l'homme en septembre 1843 et la termine à peine 6 semaines plus tard. Cette œuvre immortelle suit la transformation d'un avare, Ebenezer Scrooge, après qu'il a été visité par 4 fantômes, dont le premier qu'il connaissait de son vivant. Le même visage, vraiment le même. Marley avec sa queue de cheval, son gilet habituel, ses collants et ses bottes, les glands de l'échelle hérissés comme sa queue de cheval, les pans de son manteau et les cheveux sur sa tête. La chaîne qu'il traînait lui serrait la taille. Elle était longue et s'enroulait autour de lui. Et elle était faite, car Scrooge l'observa attentivement, de coffres-forts, de clés, de cadenas, de registres, d'actes et de lourdes bourses forgées en acier. Son corps était transparent si bien que Scrooge, en l'observant et en regardant à travers son gilet, pouvait voir les 2 boutons de son manteau dans son dos. Les 3 fantômes qui suivent, les fantômes des Noëls, passés, présents et futurs, utilisent de leur influence surnaturelle pour montrer à Scrooge l'erreur de ses façons et ce qui l'attend dans la mort. Un chant de Noël est publié le 19 décembre et les 6000 exemplaires imprimés sont tous vendus avant la veille de Noël. Quelques années avant que Dickens n'écrive un chant de Noël, l'un de ses amis et contemporains vit une véritable rencontre spectrale. Capitaine Frédéric Marriott, un officier accompli de la Royal Navy britannique, écrivait des récits inspirés de ses expériences nautiques. Un jour, alors qu'il était à quai, il reçut la visite de son frère, venu lui annoncer sa propre mort. Mais sa prochaine rencontre spectrale est bien plus effrayante.
En 1836, des amis de Marriott apprennent par des invités que leur maison est hantée par une femme en robe brune, la même que celle représentée sur un vieux portrait. Le spectre est vu pour la première fois à Noël dernier. Marriott promet de rester dans la chambre hantée, espérant découvrir la vérité. La troisième nuit de son séjour, Marriott accompagne 2 des neveux du baronnet. Il oublie presque d'emporter son pistolet avec lui, au cas où ils apercevraient la dame brune. Le trio avance dans les couloirs sombres lorsqu'une personne avec une lampe s'avance. Gêné d'être en chemise et pantalon, Marriott leur demande de se replier derrière la porte. Il voit quelque chose à quoi il ne s'attendait pas du tout, la dame brune. Les balles la traversent. La dame brune est sans aucun doute réelle. Qui était-elle ? La légende fait référence à une dame, Dorothy Walpole, qui était tôt mariée à Charles Townshend à Raynham. Lorsque Townshend a découvert qu'elle avait une liaison, il l'a enfermée furieusement dans ses appartements jusqu'à sa mort en 1726 de la variole. Elle est citée de nouveau en 1926, puis en 1936. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, un grand mouvement spiritualiste a émergé dans les îles britanniques et aux États-Unis, comprenant de nombreuses séances. Des médiums qui parlaient aux fantômes. Et il était très courant que des gens fabriquent une sorte de fausses photographies de fantômes. Si vous voulez vraiment voir un fantôme, vous en verrez partout. Donc, certaines de ces choses, aussi mauvaises qu'elles nous paraissent, surtout à nos yeux modernes habitués à voir et à analyser ce genre d'images, nous savons qu'elles sont fausses, mais beaucoup de gens ne le savaient pas. Ce qu'il y a avec la photo de la Dame Brune, c'est qu'elle paraît vraiment, vraiment convaincante. La véritable photo de la Dame Brune a été prise en septembre, puis publiée en Angleterre dans le magazine Country Life, très populaire et spécialisé dans les maisons de maîtres. Il y avait aussi beaucoup d'autres contenus, dont du fictif. Et elle est apparue dans le numéro du 26 décembre 1936. C'est la période de Noël où l'on raconte traditionnellement des histoires de fantômes, les plus populaires des îles britanniques. Donc, c'était vraiment un très bon timing, mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que l'histoire a été vendue au magazine Life pour une republication dans le numéro de janvier, le numéro 4, en 1937, avec une grande photo de Franklin Delano Roosevelt qui se préparait à se présenter pour son second mandat, et c'était la plus grande nouvelle du pays. Donc, ils avaient un taux d'abonnement d'environ 600 000, je crois, à cette époque, ce qui signifiait que beaucoup de gens recevaient le magazine ou simplement le lisaient dans les salons de coiffure parce qu'ils voulaient savoir ce qui se passait. Donc, au moins des centaines de milliers. Et peut-être même avec le temps, des millions d'Américains ont vu cette photo. Et à l'époque, c'était probablement la photo de fantôme la plus convaincante jamais réalisée. La Dame Brune a également été aperçue dans les années 1960, mais apparemment plus depuis. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne hante plus Raynham Hall. Que Poe ait cru ou non au spiritisme, qu'il ait voulu ou non le ridiculiser, il a contribué à le populariser. Et il est devenu intimement associé au mouvement très tôt, ce qui s'est également étendu aux pseudosciences de l'époque, y compris la phrénologie, qui était la croyance que le comportement des gens influençait la forme de leur crâne. Donc on pouvait en déduire quelque chose sur le caractère d'une personne en observant la forme de son crâne. Il y avait aussi une autre science où la science et le mysticisme se rencontraient. C'était le mesmérisme. Et Franz Mesmer avait développé cette théorie selon laquelle toute la matière était reliée par des forces magnétiques.
Il a ainsi développé le magnétisme animal et tenté d'en exploiter les forces. Pour plonger les gens dans des transes afin qu'ils puissent lire dans leur esprit, guérir leur corps ou même contrôler leur esprit. Et les gens de l'époque postérieure avaient développé le mesmérisme pour des spectacles sur scène. Andrew Jackson Davis montait sur scène et entrait en transe mesmérique pour communiquer avec les esprits des morts. Et il a prédit célèbrement qu'en 1848, un bouleversement aurait lieu qui changerait le monde tel que nous le connaissions. En 1848, c'est alors que les sœurs Fox à New York ont commencé à entendre des coups. Et elles ont dit que c'était les esprits des morts qui communiquaient avec elles. Et finalement, elles sont montées sur scène et ont organisé des séances pour communiquer avec les morts. Ce fut la naissance du mouvement spiritualiste moderne. Il y avait aussi l'influence de Swedenborg qui croyait à la communication avec les esprits d'autres mondes. Edgar Poe ne pouvait l'ignorer et devait écrire dessus. Il a créé des histoires comme Révélation magnétique et Les faits dans l'affaire de Monsieur Valdemar. Dans Les faits dans l'affaire de Monsieur Valdemar, Edgar Poe présente son histoire comme un article de presse. Il venait de persuader New York qu'une personne avait traversé l'océan en montgolfière. Tous se sont rués sur le New York Sun pour en savoir plus, avant de découvrir que tout était inventé. Mais dans les faits, dans le cas de Monsieur Valdemar, il y a un groupe de scientifiques chargés d'hypnotiser un homme juste au moment de sa mort pour garder son esprit en vie après que son corps soit mort. Ainsi, ils communiquaient avec lui après sa mort et une voix éthérée leur répondait. Et après avoir maintenu cet homme dans son état hypnotique pendant plusieurs semaines, il leur a finalement demandé de simplement le laisser mourir. Ils l'ont réveillé et il s'est dissous en flaques de boue devant eux. L'histoire est tellement réaliste qu'on a cru qu'elle était vraie et elle avait été réimprimée dans une revue médicale en Angleterre. Elle est réimprimée sous forme de brochures séparées en Angleterre, où l'introduction dit que tout le monde en Amérique croit que c'est vrai, donc ça doit l'être. Et les spirites croient aussi que des gens écrivaient des lettres à Poe, et même après qu'il ait dit à tout le monde que c'était un canular, ils continuaient à lui écrire en disant « C'était vraiment vrai, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas vraiment un canular. Et un homme lui a même écrit pour dire qu'il avait tenté une expérience similaire avec un homme qui s'était évanoui sous l'effet de l'alcool et qu'il avait réussi à le ranimer grâce au mesmérisme. Une autre histoire fictive de hantise britannique. Et bien plus humoristique nous vient de l'auteur Oscar Wilde. Oscar Fingal O'Flaherty. Wills Wilde est un écrivain irlandais né en 1854, connu pour son implication dans le mouvement de l'esthétisme, ainsi que pour son esprit acéré. Wilde n'écrit qu'un seul roman, Le portrait de Dorian Gray, en 1890, qui raconte l'histoire d'un jeune homme dont le portrait change pour refléter ses propres vices. Alors qu'il rédige Le fantôme de Canterville en 1896, publié en 1897, la pièce de Wilde L'importance d'être constant rencontre toujours un immense succès sur la scène britannique. Le fantôme de Canterville raconte les tentatives ratées d'un fantôme médiéval anglais pour hanter une famille américaine. Mon cher monsieur, je dois vraiment insister pour que vous huiliez ces chaînes. Je vous ai apporté à cet effet une bouteille de lubrifiant Tamassi Rising Sun. On dit qu'il est totalement efficace dès la première application. Plusieurs témoignages de nos éminents ecclésiastiques locaux figurent sur l'emballage. Je le laisse ici près des bougies de chevet et nous pourrons vous en fournir plus si besoin. Oui, son histoire de fantôme, si on peut l'appeler ainsi, le fantôme de Canterville. Je pense que l'une des choses qui la rend si charmante, si agréable à lire et si drôle, c'est qu'il y apporte les attributs du gothique. Les chaînes qui s'entrechoquent dans le placard la nuit, la mystérieuse maison hantée, et il les confronte directement au matérialisme moderne, incarné par une famille américaine. Profondément amoureux de l'Amérique, comme vous le savez probablement, il y a passé toute une année lorsqu'il était jeune homme, donnant une série de conférences sur l'art.
sur les traditions dans l'art et l'importance de l'art à la maison, une série de conférences à travers le pays. Mais plus important encore que ces conférences sur l'embellissement de l'Amérique et l'embellissement des foyers américains, il jouait simplement le rôle d'Oscar Wilde, étant lui-même poussant le jeu à fond, habillé de façon excentrique, et il est vraiment devenu l'une des toutes premières célébrités modernes. Il y avait un énorme cirque médiatique qui le suivait à travers l'Amérique pendant toute une année. Mais bien sûr, il a été chaleureusement accueilli au cours de cette année et il a trouvé l'Amérique comme une société plus libre et ouverte d'esprit. Des gens, en particulier les femmes, bien plus maîtres de leur propre destin. Il a toujours admiré sa modernité et sa liberté d'esprit. Et je pense qu'il a peut-être même créé dans son propre esprit l'idée que l'Amérique était une sorte de paradis. Le fantôme de Canterville, c'est une histoire très drôle. L'ambassadeur américain et sa famille qui résident au Royaume-Uni, mais ce sont des matérialistes complets. Ils croient qu'il y a une explication matérielle et rationnelle à tout. S'il y a des taches de sang sur le tapis, ils prennent du détachant pour les enlever. Ils ne s'inquiètent pas de savoir d'où viennent ces taches de sang. Et bien sûr, comme je le dis, il y a cette collision totale entre la rationalité et le consumérisme américain moderne d'un côté et l'ancienne tradition britannique de l'autre. Et les traditions gothiques anciennes de l'autre. Une personne qui n'a pas réussi à contacter un être cher après la mort est Harry Houdini. En deuil de la perte de sa mère en 1920, le célèbre magicien et artiste de l'évasion contacte plusieurs médiums dans l'espoir de lui parler à nouveau. Il découvre que beaucoup sont des charlatans et des fraudeurs et se crée une seconde carrière en les dénonçant. Houdini va jusqu'à assister à des séances déguisées dans sa vendetta contre les médiums. La mission de Houdini lui a même coûté l'amitié de Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, qui croyait lui-même au spiritisme. Lorsque Harry Houdini meurt en 1926, il laisse à sa femme la tâche de tenir une promesse, essayer de le contacter par l'intermédiaire d'un médium en utilisant des mots de passe secrets connus d'eux seuls comme preuve dont elle aurait besoin. Pendant 10 ans, Bess Houdini organise une séance Houdini chaque nuit d'Halloween, abandonnant finalement en 1936. Il y avait une dame, Sarah Helen Whitman, une poétesse à Providence, Rhode Island, et après la mort de Poe, elle a entendu parler des expériences magnétiques de Poe. Elle s'intéressait beaucoup à Poe, avait lu sur lui et sa poésie, et voulait le rencontrer. Aujourd'hui, si vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez le chercher en ligne ou le googler. Elle s'est écrite à des connaissances de Poe. Elle a écrit des lettres à des dames qui étaient associées à lui. Et l'une d'elles lui a répondu que Poe avait de grandes expériences en magnétisme et qu'il connaissait beaucoup de choses étranges. Sarah Hall Whitman devait le rencontrer et découvrir ses expériences en magnétisme. Donc, lorsque Poe a rencontré cette grande spirit, ils se sont d'abord rencontrés parce qu'elle lui avait envoyé du courrier de fans. Elle avait envoyé à Edgar Poe un poème de la Saint-Valentin, exprimant son désir de s'envoler avec le corbeau jusqu'à son nid céleste. Donc, naturellement, lorsqu'il l'a rencontrée, ils ont fait une longue promenade ensemble dans un cimetière, et il lui a fait sa demande en mariage parmi les pierres tombales. Mais sa mère a menacé de la déshériter et de la couper sans un sou si elle épousait Poe. Alors elle a dû refuser. Il était tellement bouleversé qu'il a tenté de se suicider par overdose de laudanum, mais il s'est rétabli et 10 jours plus tard, elle a accepté de l'épouser à condition que s'il touchait à l'alcool à nouveau, le mariage serait annulé. Leurs fiançailles ont donc duré 1 mois. Et elle a rompu, elle a dit qu'elle ne pourrait plus jamais le revoir. Et 1 an plus tard, il est mort. À ce moment-là, elle a dit qu'elle l'entendait frapper dans sa chambre. À chaque question mentale, elle entendait des bruits étranges dans la chambre et pensait que c'était l'esprit de Poe tentant de communiquer. Alors elle a engagé un médium pour venir vivre chez elle pendant 6 mois afin de l'aider à communiquer avec l'esprit de Poe.
Après cela, elle est elle-même devenue médium et a organisé plusieurs séances pour essayer de communiquer avec Poe, cherchant à découvrir quel message il avait pour elle depuis l'au-delà. Quelques mois après sa mort, certains de ses connaissances à New York, dont Horace Greeley, rédacteur en chef, et Rufus W. Griswold, exécuteur littéraire et éditeur de Poe, ont organisé une séance en faisant venir les sœurs Fox à l'origine du mouvement. Et il est tentant de penser qu'ils ont peut-être essayé d'aider à communiquer avec l'esprit de Poe au nom de Griswold, mais on ne sait pas exactement de quoi ils ont parlé lors de cette séance. Cependant, Greeley et Griswold sont repartis sceptiques, bien que Griswold ait apparemment eu un béguin pour l'une des sœurs Fox et qu'il ait pris son album d'autographe, refusant de le rendre jusqu'à ce qu'une de ses amies lui écrive pour lui demander de bien vouloir le restituer. À Chicago, dans l'Illinois, en 1939, Jerry Pallas rencontre une fille au Liberty Grove Dance Hall. Ils dansent et s'embrassent même. Quand Jerry lui propose de la raccompagner, il ne s'attendait sûrement pas à la suite. En roulant sur l'avenue Archer, elle lui demande de s'arrêter devant le cimetière Résurrection, en sort rapidement et lui dit qu'il ne peut pas la suivre là où elle va. La jeune fille disparaît en courant vers les grilles du cimetière. Elle s'appelle Mary de la Résurrection, et on pense qu'elle est le fantôme d'Anna Maria Norcus, qui avait été tuée dans un accident de voiture en 1927. Elle n'avait que 12 ans. Mary de la Résurrection pourrait aussi avoir été Marie Bergovi, 21 ans, qui est morte dans un accident de voiture en 1934. Personne ne le sait avec certitude. Une autre légende raconte qu'elle rentrait à pied chez elle après une dispute avec son petit ami dans une salle de danse locale lorsqu'elle a été tuée par un chauffard. Qui qu'elle ait été, Mary de la Résurrection est le fantôme le plus célèbre de Chicago, avec de nombreuses apparitions recensées au fil des décennies. Bob Main, un directeur du nightclub Harlow, l'a vu 2 fois dans le club, près de la piste de danse, en train de tournoyer seul. Quand les gens essaient trop de parler à Mary, elle secoue la tête et semble regarder à travers tout le monde. En 1979, le chauffeur de taxi Ralph aperçoit cette jeune fille, seule debout devant un centre commercial local par une nuit froide. Mary monte sur le siège passager et lorsque Ralph lui demande si elle va bien, elle répond simplement « La neige est arrivée tôt cette année », puis regarde dehors par la fenêtre la neige tomber. Elle crie pour qu'il s'arrête et, lorsqu'il freine, elle pointe du doigt, à travers Ralph, une petite cabane en face du cimetière de la Résurrection, puis disparaît. La portière de la voiture ne s'ouvre jamais. Les apparitions de Résurrection Marie continuent tout au long des années 70 et 80, une fois qu'elle semble piégée dans le cimetière. Des conducteurs traversent directement à travers elle, alors qu'elle se tient au milieu de la route, et certains la percutent même. Mais son corps disparaît peu après, laissant une empreinte là où elle s'était allongée sur la route. Que nous arrive-t-il lorsque nous mourons ? La présence de fantômes dans notre monde nous rappelle à quel point l'au-delà est véritablement une inconnue. De rester à l'affût d'un ruisseau, ou un gémissement, ou si vous voyez une lueur descendre le couloir. Courez et espérez que si ça vous rattrape, ce ne soit pas par vengeance. Et soyez assurés que, aussi horribles que soient les esprits danseront des morts, les démons que nous allons rencontrer ensuite sont les plus dangereux. Parmi les monstres qui sont parmi nous.
Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenu historique passionnant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.